à tous, nous voici sur l'épisode 16 Python. On commence à avancer pas mal sur ce cours et nous allons aborder un nouveau type, un autre type en tout cas par rapport à ceux qu'on a commencé à voir. Donc dans l'épisode précédent, on a commencé à parler des chaînes de caractères. On a vu le type ici, donc un type séquentiel, je rappelle, très important. Et on va continuer sur cet ensemble-là en tout cas des types qui sont séquentiels, puisque nous allons parler cette fois-ci des listes. Et normalement, vous le savez, puisque c'est marqué sur le titre de la vidéo, donc vous l'avez bien remarqué. À la différence que vous avez peut-être vu ici au niveau de la description, ce que j'avais indiqué sur ce tableau des types qu'on avait vus ensemble, c'est que pour les chaînes de caractères, nous avons une séquence qui est dite immuable ou immutable, les deux termes existent pour utiliser les deux, alors qu'une liste est une séquence, elle, qui va pouvoir être modifiée, qui va être mutable ou muable d'éléments. On va voir que ça a forcément quelques particularités, qu'on va pouvoir avoir droit, on va dire, à certaines fonctionnalités supplémentaires qu'on n'aurait pas eu avec les chaînes de caractères. On va de toute façon voir tout ça en détail maintenant au niveau du code, on a pas mal de choses à voir ensemble. Et comme d'habitude, ça va suivre un petit peu le même procédé que pour l'épisode précédent, à part que vous n'aurez pas une partie sur le formatage de texte, parce qu'évidemment, ici nous sommes sur des listes et pas sur de la chaîne de caractères. Mais globalement, ça va suivre un petit peu le même rythme par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Pour le type liste, on va retrouver plusieurs particularités. Je vais aussi les noter, parce que je trouve que c'est important de le préciser. C'est un type qui est séquentiel. Bon, ça on a bien compris. Maintenant, vous avez compris par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, qu'une séquence, eh bien, c'est un ensemble de types et forcément, ils ont accès à des fonctionnalités. Par exemple, ils ont des méthodes qui leur sont propres. Donc, tous les types qui rentrent dans ce qui est séquentiel ont accès à ces différentes méthodes. Je vous les ai montrées en détail dans la vidéo précédente. Évidemment, je ne le referai pas à chaque vidéo, voilà, pour répéter les choses à chaque fois. Donc, considérez que ce que vous avez vu qui concernait les séquences sur les chaînes de caractères, vous pouvez parfaitement le réappliquer ici pour les listes. Très important, c'est pour ça que je tiens à préciser ça. On a un type qui est muable, cette fois-ci. On a un type, bien sûr, qui est indexable aussi, comme pour les chaînes de caractères, itérable, et je pourrais préciser un ordonné, bien sûr, parce qu'on va garder, il y a un ordre dans lequel on va mettre les choses, mais pareil, c'est pas forcément ce qu'on aborde le plus. Donc vraiment, je voulais au moins insister sur ces quatre choses-là. Même si, globalement, c'est exactement comme les chaînes de caractères, à part pour celui-ci, dont on va retrouver un peu le même ensemble de règles pour la suite. Commençons par la création d'une liste, en tout cas les différents procédés que nous avons. Donc globalement, j'avais mis quelques exemples ici, comme donc pour les chaînes de caractères, je vous avais montré un peu ça. Forcément, il y avait beaucoup plus de choses que les chaînes de caractères, c'est très particulier. Voilà, c'est un type qui a vraiment énormément de méthodes et de fonctionnalités. Les listes quand même un petit peu moins, mais je vous avais montré quelques petits exemples ici pour créer tout simplement une liste. Quelle était la syntaxe et un petit peu le formatage à avoir pour créer une liste d'éléments. Et même dans certaines vidéos, je vous en avais écrit rapidement, sachant qu'on ne les avait pas encore abordés à ce moment-là, parce que c'était pas mal pratique pour certains exemples de code que je vous avais montrés. Donc la liste, au plus simple, d'accord, en tout cas pas forcément plus simple, mais dans les possibilités qu'on a, admettons qu'on veuille faire une liste où les éléments sont les différents caractères d'une chaîne ou d'un mot. Vous pourrez noter quelque chose comme ça et faire appel directement à liste et choisir donc directement sous forme de chaîne et écrire par exemple le texte ici. Donc c'est quand même pratique parce que je note ça en une seule ligne, je peux noter la chaîne complète et j'ai pas besoin de noter caractère par caractère, ce qui est un petit peu plus long à taper. Et ici, si je veux l'afficher derrière, je vais juste faire ça. On va exécuter le programme et vous voyez qu'on a obtenu notre liste composée des différents éléments. Chaque élément est caractère de la chaîne que nous avons. Donc très pratique, donc une chaîne, parce que vous savez qu'au niveau de Python, ce sont en fait des chaînes de caractères. On ne fait pas la différence entre caractère et chaîne de caractères, contrairement à d'autres langages. Donc notre liste est constituée très rapidement, comme ça en une seule ligne, et nous avons une liste qui a été créée ici. Ici, on peut spécifier finalement n'importe quelle chose qui peut être séparée, d'accord? Tout ce qui peut être séquentiel, on peut créer finalement notre liste à partir d'autres éléments. On verra plus tard notamment les nuplets. On peut très bien aussi de se dire, voilà, je fournis en argument un nuplé, type qu'on verra plus tard. Et ici, même chose, je veux obtenir une liste qui contient bien les éléments que j'avais spécifiés dans le nuplé en argument. Et on retrouve bien ici nos trois chiffres dans la liste que nous avons. Donc on peut faire ça même avec une liste, on peut utiliser le format des listes, formatage ici, fonctionnerait, mais là on perd quand même, on va dire, l'utilité de passer par ça, puisqu'en réalité, si vous utilisez ce format-là, vous pouvez directement passer ceci. On a différents opérateurs, bien sûr, qui sont des raccourcis, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Vous commencez à avoir un peu l'habitude, Python, c'est vraiment le langage, avec des multiples syntaxes pour faire parfois la même chose, mais de différentes manières. Je
Je pense que c'est un des rares langages qui a autant de sucre syntaxique et de syntaxes différentes, de notations différentes pour faire les choses. Donc on peut faire ça au niveau de Python, et c'est, je pense, principalement la méthode qui sera voilà, celle que vous utiliserez le plus pour créer des listes. À moins de vouloir, comme je l'ai fait tout à l'heure pour un ensemble de caractères, c'est plus rapide de passer par l'appel à liste, puisque vous notez le mot complet, ça vous met tous les éléments tout seul. Sinon, vous seriez obligé de faire, si j'ai fait pour Evoinu, voilà, de faire quelque chose comme ça. C'est long, c'est long à écrire à la main, donc c'est vrai que si on peut s'en passer, on peut faire quand même les choses beaucoup plus rapidement. Bien, voici pour la création. Vous voyez, globalement, très simple. Et bien sûr, une liste vide, bah, c'est ça. Voilà. On va pas noter ça comme ça. Pareil, ça fait beaucoup de choses pour pas grand chose. Donc si on veut faire une liste vide, on le note avec des crochets vides, et ça fonctionne très bien. Et bien sûr, à l'affichage, j'ai bien ma liste vide qui est créée, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau de la création de ça. On verra également qu'on peut utiliser, alors c'est un procédé un peu particulier, pareil qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres langages, donc là c'est bien Python qui propose ça, ce qu'on appelle des listes en compréhension. Alors c'est un terme un peu bizarre, parce qu'on dit comment ça, compréhension de liste, hein, on ne sait pas trop. Je vais l'aborder un petit peu, enfin, on va l'aborder en fin de vidéo même je pense, donc c'est prévu, on parlera de ça, parce que c'est une manière aussi de créer des listes de manière un peu plus concise, un peu plus claire, même si vous remarquerez, vous verrez très vite au niveau de la syntaxe que quand on commence à cumuler les choses, je trouve personnellement que au contraire ça a tendance à perdre en lisibilité, mais ça permet on va dire d'écrire les choses plus rapidement, en tout cas que plein de lignes, plein d'instructions au niveau du code. Donc on verra ça un petit peu après, notamment plutôt en fin de vidéo au niveau de cet épisode-là. On va avancer sur les opérateurs, parce que ça fait partie finalement, ça, vous voyez, différents opérateurs qu'on peut retrouver. On en a plein. Comme on l'avait vu pour les chaînes de caractères, hein, la concaténation, le fait de pouvoir faire des comparaisons, etc. On a vu que pas mal d'opérateurs qu'on a abordés au niveau de ce cours vont nous servir pour différents types, et bien les listes ne font pas exception non plus. On va pouvoir utiliser ces différents opérateurs pour beaucoup de choses. Donc ça va être quand même très pratique. Par exemple, je veux concaténer deux listes. Voilà, simplement, je veux pouvoir mélanger deux choses différentes. Donc évidemment, rien ne m'empêche de faire ceci. D'accord ? Et je peux concaténer de cette manière. Alors soit dans une nouvelle liste, soit dans une principale. Vous l'avez bien compris, hein, je pourrais très bien ici mettre juste ça, et ensuite créer voilà, une nouvelle liste, et puis de faire voilà, ça. Bien sûr, ça ne change strictement rien. Et de faire la concaténation ici avec autre chose, et afficher ça. Mais on n'est pas obligé de passer par double liste, on va le faire sur la même, donc il n'y a pas de problème directement. Hop, ici. Et là, je peux faire ça comme ça. Je peux bien sûr cumuler les deux, hein, rien ne me l'interdit. Voilà. Et ici, vous voyez que ça marche également. On peut faire de la concaténation. Donc comme pour la concaténation pour les chaînes de caractères, ici c'est propre au type séquentiel, on peut concaténer ici plusieurs listes ensemble, et ça fonctionne très bien, et même avec des notations différentes. Vous voyez que Python, ça lui pose aucun problème, il fait le mélange sans problème ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, une liste peut contenir un ensemble d'éléments de tous les types, y compris une autre liste, puisque la liste fait partie des types. Donc rien ne m'empêche, encore une fois, de faire quelque chose comme ça. Voilà. Alors, avec ou sans concaténation, on va enlever la concaténation ici. D'accord, je peux noter ceci. Je peux mettre un booléen, on peut mettre une autre liste. Et puis on verra bon, plus tard les anupléens, on aurait pu faire aussi, bref. N'importe quelle autre chose en fait, ok, on peut le mettre comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça peut contenir plein d'éléments de différents types. Après, quand vous ferez des programmes un peu plus conséquents, vous verrez que principalement, on essaye d'avoir des listes qui ont des données de même type. Parce que comme on s'amuse après à faire des manipulations dessus, si on commence à avoir des types différents, ça devient très vite problématique. Donc généralement, quand on veut faire des programmes robustes, des applications, on va dire, plus concrètes, on reste quand même sur le même type de données globalement. Mais sachez qu'en tout cas, on peut avoir ce genre de possibilité-là. Ce que d'autres langages, par exemple, notamment avec les tableaux, ne permettraient pas. Donc c'est bien de souligner qu'ici, vous pouvez le faire et que ça ne pose aucun problème au niveau du langage, ici. Autre possibilité, on a vu pour la concaténation, bon, on a vu pour ça. On peut aussi faire de la répétition, ça je pense que c'est beaucoup, même pour les gens qui connaissent déjà le langage, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ignorent cette petite possibilité-là, et pourtant c'est bien pratique. Si je veux par exemple créer une liste de X fois le même élément, par exemple constitué que de 0, là je vais pas m'amuser à copier 100 fois le 0 ici, ou écrire une fonction qui avec une boucle va par exemple remplir la liste de X fois un caractère, ou un élément, vous avez bien compris. Python a encore une fois une petite notation syntaxique pour le faire. Vous dites ma liste qui contient un 0, je veux répéter ça 100 fois. Et c'est tout. Vous avez votre liste de 100 éléments. Donc on gagne du temps, donc le caractère de multiplication, l'astérisque, permet de faire ça, de faire une répétition par rapport au nombre d'éléments qu'on a.
Et pareil, hein, on pourrait cumuler avec de la concaténation, enfin bref, on pourrait s'amuser à faire un petit peu tout ce qui passe en tout cas en termes de syntaxe au niveau des listes ici au niveau de Python. Donc on peut faire beaucoup de choses par rapport à ça. On continue, parce que les opérateurs forcément on a plein de possibilités. On va revenir sur des exemples. Alors je vais les remonter quand même si on les avait vus pour les chaînes de caractères, mais que vous voyez au niveau des listes, parce qu'il y a une petite particularité quand même au niveau des listes, c'est le parcours d'une liste. C'est toujours pareil, hein. Si je fais ceci, bien sûr, ok, et qu'ensuite je dis pour chaque élément de, en temps normal on aurait dit pour chaque élément de ma chaîne de caractères, donc chaque caractère. Pour la liste, on retrouve la même notation, la fameuse boucle for ici, et ensuite bah, vous pouvez afficher directement la valeur qui est ici. On a quelque chose qui est fait en copie, d'accord, comme si c'était en fait une lecture seule, ok. Donc on a différents éléments. Donc bien sûr, ici nous avons une copie, à chaque fois qui est extraite de notre liste. Donc bien sûr, si on veut faire des modifications, on ne va pas modifier la liste, même si c'est un type pourtant qui est muable, qui devrait donc le permettre. Pour ça, vous avez une autre possibilité, si vous voulez par exemple parcourir votre liste et modifier des éléments dans celle-ci, c'est de passer par un autre type, donc range, je crois que je l'ai dû noter d'ailleurs ici, voilà ici, la fameuse séquence immuable de nombres, ok. Et ce type-là est bien pratique, qu'on s'en sert justement pour ça. On peut se dire, bon bah, je vais noter ici la longueur de cette liste, donc c'est la même fonction, elle fonctionne partout ce que c'est pour les séquences, donc len. Je rappelle d'ailleurs, c'est ça que je ne vais pas forcément montrer pour les autres, hein. Je rappelle les petites fonctions comme ça pour les séquences, hein, donc len pour la longueur, min et max, hein. Rappelez-vous, on les avait vus dans l'épisode précédent. Pour les listes, vous pouvez les utiliser aussi. Récupérer le minimum des éléments, le maximum et la longueur, donc le nombre d'éléments de celle-ci. On retrouve tout ça. Donc là, je vais juste prendre la longueur, ce que je ne vais pas calculer à chaque fois. Et ensuite, ce que je vais faire ici, bah, je vais utiliser range de 0 à la longueur que j'ai. Et là, cette fois-ci, c'est différent. Si vous faites notamment d'autres langages comme du C, Java, etc., vous connaissez, on va pouvoir utiliser ici, d'ailleurs je vais mettre un i, ce sera plus parlant, ça comme l'indice. L'indice au niveau de la liste, ici. Parce qu'on va pouvoir avoir un accès par indice, comme je vais le montrer après. Donc ici, à ce moment-là, effectivement, je pourrais, par exemple, faire une modification. De se dire, eh bien, si la valeur ici, c'est, je sais pas moi, on est par exemple à la deuxième valeur voilà, de notre liste, donc celle qui a l'indice 1, puisque le premier indice, comme pour les chaînes, c'est 0, et bien dans ce cas-là, dans ma liste à l'indice en question, donc ici 1, et bien le 2, on va le changer par exemple en 20. Voilà. Et là, donc affichage après, on va faire un affichage avant quand même pour voir la différence. Hop, pas aller trop vite. Et voici les deux listes. Donc on a bien modifié cette fois-ci la liste, puisqu'on a pu, par ce système-là, comme on a ensuite accès à l'indice de celle-ci, cette notation est possible. On peut faire ce genre de choses ici, puisqu'on travaille sur des valeurs muables. Encore une fois, là on n'est pas sur une chaîne de caractères, où là l'opération serait interdite. Donc ici, vous pouvez faire ça sur les listes, et donc modifier des valeurs en écrivant une boucle de parcours de cette manière-là, par exemple. Voilà, c'est une possibilité qu'il y a. Autre chose qu'on retrouve aussi, bien sûr, je ne vais pas le remontrer au niveau du code, parce que c'est comme pour les chaînes de caractères, vérifier qu'un élément est présent ou pas présent dans, dans le type qu'on a, donc dans l'ensemble des valeurs. Par exemple, bah, si nous avons 1, voilà, if 1 dans numbers, voilà, si la valeur 1, donc ici entière, est dans la liste. Et si c'est pas le cas, bah, vous mettez l'inverse, c'est l'opérateur not in. Donc comme pour les chaînes de caractères, c'est pour ça que je ne remontre pas un code à l'exécution, c'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ça fonctionne également comme pour ça, je vous ai dit, pour ces fonctions-là sur les séquences. Comme c'est aussi un type séquentiel, on retrouve tous ces outils-là. Donc ça qui est pratique, je vous l'avais dit, une fois que vous avez appris les outils sur un type en question, dès que vous savez qu'un autre type utilise les mêmes propriétés, eh bien vous pouvez utiliser les mêmes fonctionnalités automatiquement, donc ça vous fait gagner pas mal de temps, et vous pouvez réutiliser ce que vous avez déjà appris avant. Donc c'est bien pratique. Concernant la comparaison, que j'oublie pas la comparaison, donc bien sûr on peut faire aussi de la comparaison, hein, ceci, etc. Bref, ce qu'on a vu également sur les chaînes de caractères. Par contre, il faut préciser un petit peu la distinction qu'on va avoir au niveau des listes. Parce que forcément, les chaînes de caractères, je vous ai parlé de l'ordre lexicographique, donc je vous avais expliqué dans l'épisode précédent à quoi ça correspondait. Et normalement, bon, c'est censé être su à ce stade-là. Mais comment on fait en termes de liste? C'est-à-dire, si je représente par exemple quelque chose comme ça, et je me dis, bah, ceci, voilà, qu'est-ce qui est plus petit, qu'est-ce qui est plus grand? Parce que ça va dépendre bien sûr des éléments qui vont être comparés un à un, ok? Donc si on veut, je sais pas moi, faire ça, hein.
Ouais. Ou même directement ça, peu importe. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, chaque élément va être comparé à un. Parce qu'il peut y avoir une comparaison sur le nombre d'éléments de la liste ou une comparaison récursive selon. Donc là, par exemple, il va comparer chaque élément à un. Bon, bah là, 1 et 1, pas de différence. Et là, on voit que c'est 2 et 3. Donc 2 est avant 3. Donc, il va considérer que cette liste est inférieure, effectivement. Et donc, ça, ce sera vrai. Ok, on peut voir ces différentes valeurs-là. D'ailleurs, ce serait bien de voir pour que je puisse directement, hop, l'afficher, voilà. Et vous voyez qu'effectivement, ça renvoie vrai, puisqu'effectivement, cette liste est plus petite. Ok. Maintenant, si je prends cette notation-là, je vais remettre... non, tant pis, c'est pas grave. Juste que je ne vais pas l'effacer, je vais remettre ici. Cette notation ici. Voilà. On a un nouveau vrai qui est renvoyé. Ici, simplement parce que bah, les éléments, ici, il y en a moins. Il y a moins d'éléments faits dans cette liste-là. On a trouvé les mêmes valeurs au début, donc pas possible de les départager. Et ici, même si c'est 0, bah, comme celle-ci n'a pas de troisième élément, on considère que la liste est plus petite parce qu'on va se baser sur la longueur, cette fois-ci, de la liste. Ok. Donc attention, vous voyez, on n'est plus du tout dans les mêmes systèmes, dans les mêmes critères de comparaison avec une chaîne de caractères. Donc je voulais quand même le préciser, mais pour autant, bah, les opérateurs de comparaison sont utilisables aussi pour les listes. Donc on peut faire des comparaisons de listes sans problème. On continue avec les opérateurs, je vais un peu vite parce que c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues précédemment. Au niveau de l'accès, rappelez-vous, sur les chaînes de caractères, on pouvait utiliser les crochets pour accéder par indice à un des caractères de la chaîne. On a vu que ça marchait très bien. Bien sûr, sur la liste, à nouveau, je vais les renoter, j'aurais pas dû les prendre, mais c'est pas grave. C'est pas très long. Hop. Bien sûr, si je fais ça, j'affiche la liste complète. Et si je fais ça, comme pour les chaînes de caractères, donc là rien de nouveau, tout ça vous êtes censé normalement le comprendre et le savoir. Vous voyez qu'on affiche bien le premier élément. Donc vraiment il n'y a pas de souci, si je veux afficher le deuxième, et bien c'est l'indice 1, puisqu'on commence à 0. On affiche bien le 2, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que vous savez, à la différence des chaînes de caractères, c'est que je peux faire des modifications. Évidemment, je peux modifier un élément en passant par son indice, comme on l'a fait tout à l'heure quand on a parcouru la liste avec range notamment. Donc ici, je peux très bien dire, eh bien, la première valeur, ou même la dernière, hein, par exemple, tiens, hop, numbers, et puis je peux dire, voilà, je remplace ça, il n'y a pas de problème. Hop, et d'ailleurs, je sens bien, je dis que non, si c'était ça, c'est pas le bon indice, voilà. J'ai modifié la dernière valeur de ma liste. Donc on peut tout réutiliser tel quel. Vraiment, tout peut être fait pareil. Donc ça, c'était l'accès. Le petit truc en plus pour les listes, c'est la modification, ce qu'on n'avait pas avec les chaînes de caractères. Et à nouveau, tout ce qu'on a vu en termes de syntaxe, rappelez-vous avec, alors je vais le noter, oui, c'est vrai que pas comme ça, mais on a vu début, ok, fin, et le pas, c'est réutilisable complètement avec les listes. Ok. Donc, j'avais encore trop enlevé, on va remettre, hein, merci le CTRL Z, voilà. C'est super, donc si je fais ça, ça change pas. Hop, et numbers, bien sûr. Et bien si je fais ça, voilà, -2 d'ailleurs, on va lire à l'envers. Voilà, des choses qu'on a déjà vues précédemment. Ok, avec un saut de 2, et d'ailleurs c'est pas à l'envers, pardon. C'est comme ça si je veux lire tous les éléments, sinon j'en prends un sur 2. Voilà, comme ça on peut lire directement les éléments à l'envers. Donc ça, toutes les syntaxes que je vous ai montrées dans l'épisode précédent, ok, vous pouvez réutiliser ça pour les listes. Donc je vais évidemment pas vous remontrer tout, vous l'avez vu une fois, donc vous saurez refaire exactement pareil. Pour la copie superficielle, bah c'est ça, les deux points, ce qu'on avait vu aussi. Donc rien de nouveau. Là vraiment, on n'invente rien, c'est toujours la même chose. Donc pas de problème là-dessus. Pareil, bon, je ne l'ai pas dit, je leur dis rapidement pour la modification, comme on peut accepter n'importe quel type, bien sûr, hein, je précise que rien ne vous empêche, rien n'interdit de faire ceci. Hein. Logique, puisque on peut accepter différents types dans une liste. Donc il n'y a absolument rien qui m'empêche de remplacer un entier par une chaîne de caractères, par une autre liste, parce que je veux. Il n'y a aucun problème, tout ce qui est type sont des objets, donc ici, chaque élément est un objet, donc je peux remplacer un objet par un autre, ou en tout cas, un objet d'un type par un objet d'un autre type. Donc Python accepte parfaitement cela sans souci. Voilà, comme ça vous savez. Pour tout ce qui est lié aux séquences, vous voyez comme c'est séquentiel, tout est réutilisable. Hein. Je vous l'ai dit, len, max, min, toutes ces méthodes-là, on peut les retrouver aussi. Et bien sûr, nous avons des méthodes propres. Alors, certaines méthodes liées à des séquences aussi, mais certaines méthodes qui vont être liées aux listes
Et comme pour la vidéo sur les chaînes de caractères, même s'il n'y en a pas énormément, autant pour les chaînes de caractères, il y a plein de méthodes, même certaines que j'ai pas forcément détaillées parce que c'est des cas très très spécifiques. Mais pour les listes, globalement, voici ce que j'appelle les méthodes essentielles à connaître au niveau voilà, de ce type de données-là. Donc pareil, je vous ai déjà écrit des exemples de code, ça moi ça me fait gagner un petit peu de temps sur la vidéo, pas faire quelque chose de trop long non plus, parce que c'est juste ça. Mais globalement, vous avez de quoi ajouter un élément à la fin d'une liste. Ok. Donc vous utilisez notamment la méthode append. Donc là, on peut rajouter comme ça le petit b minuscule, ce qu'il y avait déjà là. Donc ça donne ça. Ici, vous pouvez choisir à quel indice vous insérez l'élément en question. Ok. Donc là, à l'indice 5, j'insère l'élément n majuscule. Ici, vous pouvez étendre une liste par une autre. Donc c'est une concaténation en fait, hein. Vous pouvez, ouais, donc, si vous préférez utiliser le plus comme concaténation, eh ben, ce sera beaucoup plus rapide finalement. Vous pouvez procéder par ça. Mais il y a aussi une méthode qui permet de le faire. Donc on peut comme ça étendre différemment si on veut par rapport à ça. Mais ça fonctionne encore une fois avec n'importe quel type de données, pas de problème. Pour remove, attention, ça lève une value error si jamais l'élément n'existe pas. C'est pour ça qu'au niveau de l'exemple, j'ai bien utilisé, bien géré le cas d'erreur, hein, c'est important. Toujours vérifier avec les documentations si vous n'êtes pas sûr. Pour supprimer un élément, pareil, ce n'est pas ici un indice, attention, mais c'est la première fois que vous rencontrez l'élément spécifié. Donc là, je lui dis en fait, supprime-moi le premier 0, entier 0 que tu trouveras dans la liste. Et il se trouve qu'il y en a un, il y en a même deux. Donc effectivement, on voit que après la suppression, il a bien retiré le 0 qu'il y avait ici avant le 145 et après le -7. Et sinon, si vraiment il ne trouve pas l'élément en question, eh bien, on a traité l'erreur dans tous les cas. Pop, on l'utilise généralement, notamment pour les structures de données comme les piles, ça va retirer un élément et en plus de ça, vous le rendre. Vous pouvez le récupérer, donc moi je ne l'ai pas forcément fait ici, mais on pourrait l'afficher. C'est-à-dire en retour de cette méthode, on pourrait récupérer le résultat, d'accord? Et ensuite, afficher un petit peu l'élément qui a été récupéré. Sinon, ça fait juste la suppression. Donc si vous précisez rien du tout, ça supprime et ça renvoie le dernier élément de votre liste. Et sinon, vous spécifiez bien sûr celui à l'indice en question. Classique. Et là, pareil, attention, c'est un autre type d'erreur, le index error. Si jamais l'indice spécifié n'est pas correct ou si la liste est vide, parce qu'évidemment, on peut partir un élément d'une liste qui n'en a pas. Pareil, logique. Clear pour supprimer la liste, enfin l'ensemble des éléments, pardon, pas supprimer la liste, surtout pas. La liste est toujours bien là, mais elle n'a plus d'éléments. Pour trier, je vous ai mis quelques exemples à voir, notamment la possibilité de choisir le système de critères de tri. Là, par exemple, j'utilise la fonction len qui existe déjà en Python, et donc le tri va se faire en fonction de celle-ci. Donc non pas sur l'ordre lexicographique des noms d'animaux ici, comme c'est le cas ici, mais par rapport à la longueur des chaînes de caractères. C'est pour ça que rat à 3 lettres est avant éléphant, ok, enfin, bien avant, et que éléphant c'est le plus grand des mots qui est ici. Et reverse pour inverser les valeurs. Voilà, même si on a vu qu'il y a une notation, hein, encore une fois, pour couper des parts, comme pour les chaînes de caractères qui fonctionnent aussi. Et on peut utiliser reverse d'ailleurs pour sort. Je ne l'ai pas montré dans l'exemple, mais bon, vous l'avez comme ici argument. Donc pour faire le tri, mais à l'envers, tout simplement. Voilà, globalement, et c'est de toute façon ce qu'on retrouve après, au niveau de la doc, on a la même chose, mais ce sont surtout des, des méthodes ou autres qui sont disponibles pour toutes les séquences. Donc j'ai pas répété comme count, index notamment, puisqu'on les retrouve pour toutes les séquences, et en plus j'en avais parlé en détail dans l'épisode précédent. Donc évidemment, je ne vais pas répéter à chaque fois les mêmes choses qui ont pu être dites dans une vidéo, parce que vous êtes censé, je rappelle, suivre les épisodes dans l'ordre. Voilà, je le dis, ça peut sembler évident encore une fois, mais il y a tellement de gens qui ne le font pas, et qui des fois s'étonnent de ne pas avoir compris des trucs. Et je le redis, si vous ne comprenez pas, c'est normal. Si vous voyez la moitié des vidéos, c'est parfaitement logique. Vous êtes sur un cours, il y a des épisodes progressifs, vous devez voir tous les épisodes d'avant, avant de voir celui sur lequel vous êtes. Sinon, vous aurez forcément loupé des détails, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. C'est parfaitement évident. Voilà pour l'ensemble des méthodes qui vont vous servir pour les listes. Donc, vous voyez, il n'y en a pas énormément à connaître, mais c'est quand même les cas en tout cas les plus répétés, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Avant d'en terminer, puisque je vous avais dit qu'on allait parler des listes en compréhension, donc ça va être le moment de parler un petit peu de tout ça, de faire une bonne parenthèse quand même, parce qu'il faut un petit moment pour vous donner quelques explications là-dessus, pour voir en quoi ça consiste, parce que le nom est bizarre, ensuite l'utilisation est un peu bizarre aussi, mais c'est bien de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc liste en compréhension, voilà, c'est comme ça se dit, c'est du français, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça va être une manière, alors dite plus concise, ok, peut-être plus claire, pour ça dépend des gens, d'écrire et de créer des listes. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par 3, 4, 5 lignes de code, on va pouvoir faire certaines opérations en une seule ligne. Ok, et je pense que le meilleur moyen que vous puissiez un petit peu comprendre, j'ai envie de dire, voilà, pour la compréhension de ces listes en compréhension, je pense que le meilleur moyen, c'est de vous donner quand même quelques exemples. Voyons voir déjà un exemple classique.
Alors classique, c'est plutôt, on va dire, un truc simple, hein. Noter quelque chose comme ça. On va mettre quelques valeurs. Quelques valeurs directes. Et valeurs là. Et quand même, le but, c'est d'avoir que des valeurs avec des parties décimales. Ce sera important, même pourquoi pas ça comme ça. Voilà. Une liste de nombres à virgule flottante, positif ou négatif, peu importe. Ok. Et admettons que je veuille transformer tous ces nombres en valeurs entières, donc de tronquer la partie décimale. En temps normal, je pourrais faire quelque chose comme ceci. Donc à nouveau, alors, range de 0 à l'ilen, mais comme elle n'existe pas, on va l'utiliser là. Voilà. Alors il faudrait faire des vérifications, parce que pareil, hein, la conversion en entier n'est pas sûr de réussir, mais pour gagner un peu de temps, je ne vais pas faire la partie exception, etc. Mais il faudrait le faire, je rappelle. Et ici, je vais juste spécifier qu'on convertit directement ceci en entier. Ok. Pour avoir à la fin ça. Donc on va ici, avant et après. Voilà, je pense que c'est assez clair. L'exemple est très simple, je ne pense pas avoir choisi un exemple compliqué pour vous montrer ça. Des petites valeurs, on tronque la partie décimale pour ne garder que les parties entières. Et en fait, ce que nous avons fait au niveau du code, on a converti les nombres à virgule flottants, donc en type float, vers le type int, et on obtient des entiers précisément. Donc maintenant, on a une liste qui contient des entiers. Vous voyez que c'est pas mal de code, quand même. On a noté beaucoup de choses par rapport à ça. On peut gagner du temps. On pourrait véritablement gagner du temps en remplaçant tout ça par une seule ligne. Et je vais le faire sur la même liste parce qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, de passer forcément par une autre. En plus, c'est immuable, donc ça va modifier ce qu'on a, donc il n'y a pas de problème. On va utiliser des crochets, et voilà comment que ça va se noter. Alors au niveau compréhension, c'est le cas de le dire, à l'explication, c'est très simple. Ça va être beaucoup de syntaxe forcément, mais quand on décompose les choses, on comprend très vite un petit peu ce que ça fait. On va dire déjà pour chaque élément, c'est ce qu'on avait, hein, rappelez-vous, chaque élément de ma liste. Ok, pas de problème. Donc là, on fait notre parcours, on va donc extraire chaque élément de la liste. Et à chacun de ces éléments, eh bien, on va faire quelque chose. Et ce qu'on va faire, donc là on va le mettre avant, eh bien, c'était de convertir l'élément en entier. Et voilà une liste en compréhension. C'est ceci, d'accord, ce que j'ai mis ici entre crochets. Ça dit de convertir n en entier pour chaque n, ok, de ma liste. Et là, effectivement, si je refais, on obtient exactement le même résultat que tout à l'heure, avec quelque chose qui est beaucoup plus concis, donc beaucoup plus court à marquer. Donc là, ça va, on reste sur un exemple où c'est lisible. Une fois qu'on connaît un peu le langage, qu'on connaît la syntaxe, si vous voyez ça écrit dans un code, vous allez être capable de lire, capable de comprendre ce que ça fait. C'est assez facile, d'accord, de voir un petit peu les différentes écritures qu'on peut avoir. Je le dis parce que, encore une fois, il est possible que vous n'utilisiez jamais cette syntaxe-là, parce qu'encore une fois, vous voyez qu'on peut faire sans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à faire du Python et d'écrire des listes en compréhension. On peut faire sans. Par contre, si un jour vous écrivez, vous travaillez sur du code qui n'est pas le vôtre, il y a fortement de chances que des gens, eux, en fassent. Donc c'est bien de savoir lire et de comprendre ça. Et après, c'est pareil, quand on va vouloir accumuler les syntaxes, ça peut devenir très vite illisible. Ça, c'est mon avis personnel. Et donc, je vous ai toujours fait privilégier d'avoir quelque chose qui est lisible, qui est clair, plutôt que de chercher à économiser des lignes de code, ce qui n'a pas de sens, en plus avec les machines qu'on a aujourd'hui. Alors, en disant comme ça, si j'ai moins de lignes de code, mon code il est meilleur, il est mieux. Alors ça n'a absolument aucun sens. Donc le but c'est que ce soit plus concis quand c'est intéressant, quand ça reste clair, mais après ça devient vite illisible. Je vais vous montrer quelques exemples après, vous allez voir que on préférerait peut-être éventuellement se passer de cette syntaxe qui peut très vite rendre les choses moins lisibles, en tout cas à l'œil, voilà, compréhensibles par la suite. Autre exemple, si on veut ajouter une condition, ce qu'on peut faire ça. On peut ajouter plein de conditions, des parcours, etc. Ici par exemple, si je veux juste récupérer les valeurs qui sont positives, d'accord? Eh bien je vais la mettre ici. Donc vous voyez, c'est à la fin, je ne le mets pas avant, je le mets ici. Donc c'est tu convertis en entier chaque nombre pour chaque nombre de la liste si le nombre en question est strictement supérieur à 0. Et là, effectivement, à l'exécution, on a, alors strictement d'ailleurs, il me l'a pas. Pourquoi il me prend 0? Oui, parce qu'on avait, oui, c'est normal. Parfaitement normal, puisqu'il dépassait 0. Vous voyez j'ai failli me faire avoir, mais c'est normal. Ce qui fait ça, c'est par contre si évidemment je fais ceci, là c'est bon, il n'est plus pris en compte.
Donc tout va bien. Hop. Voilà, on a que les valeurs positives par rapport aux valeurs d'origine qu'on avait en tout cas ici. Et pareil, tout ça en une seule ligne. On a cumulé un parcours, une instruction de conversion des valeurs et tout ça selon une certaine condition à respecter. Donc vous voyez, on raccourcit tout ça en une seule instruction et ça fait quelque chose d'un peu plus concis en termes d'écriture. Donc là, c'est vrai qu'en soi, c'est pas compliqué à lire. On n'a pas de soucis par rapport à ça. Et on pourra rajouter d'autres choses. On pourrait se dire, je peux en rajouter d'autres. Donc là, il n'y a pas forcément de end, etc. à faire. Vous pouvez mettre plusieurs. Vous pouvez directement mettre if et dire en fait, eh bien, si c'est plus petit que 100. Strictement, bien sûr. Et là, forcément, ça change parce que 177 est beaucoup trop grand. Donc je peux cumuler voilà, différentes valeurs. On pourra même cumuler des forts si on avait besoin de faire plusieurs parcours, mais je vais montrer dans un autre exemple. Celui-là, on va le laisser comme ça. Si vous voyez, on commence à avoir beaucoup de mots. Donc on va se calmer. On va rester sur cet exemple-là. Mais vous comprenez le principe, un petit peu au niveau de la syntaxe, de ce qu'on peut faire ici. Avec vraiment les expressions, les différents parcours, les conditions, etc. On peut imbriquer, évidemment, tout ça. On peut faire des imbrications un petit peu au niveau de nos listes en compréhension, hein, en avoir dans une liste en compréhension, dans une liste en compréhension, et bref, on peut rajouter aussi cumuler des vérifications. Donc je vais partir sur un autre exemple pour vous montrer justement que ça peut après devenir assez conséquent au niveau de la notation. On va utiliser une matrice. Si vous ne savez pas ce que c'est, une matrice c'est juste ça, simplement. Donc en fait, vous pouvez voir ça comme un tableau de dimensions, des lignes, des colonnes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et éventuellement si on veut rendre ça lisible, enfin lisible en tout cas plus lisible pour nous, on peut le représenter tel quel. Ça vous parlera peut-être beaucoup plus. Hop, et c'est à cause de PHP, parce que PHP on peut mettre la ligne, Python n'est pas content. Voilà, une matrice classique en 3-3, très bien. Je peux faire des modifications, par exemple de récupérer les valeurs si elles sont paires, faire ce genre de choses là. Donc voilà la manipulation que je vais faire, attention, il ne faut pas cligner des yeux non plus, parce que ça demande un petit peu de choses aussi. Donc je vais repartir sur le même exemple, ok. On a donc la valeur en question, celle qu'on récupère. D'ailleurs, si on n'avait pas besoin de nom de la variable, je pourrais noter ça, rappelez-vous, tirer du bas, qui permet d'avoir une valeur temporaire où on s'en fiche du nom. On va utiliser n. Pour chaque ligne, alors pas chaque ligne, on va le faire aussi, on va le faire comme ça. De ma matrice, ok, pour ensuite chaque valeur de la ligne, si la valeur modulo 2, donc le moyen le plus rapide, même si c'est pas forcément, des fois ça peut donner des résultats pas exacts selon les valeurs, mais pour vérifier qu'une valeur est paire ou non, donne 0. D'accord? Donc si la valeur en question extraite est paire finalement, d'accord, pour chaque valeur de chaque ligne, pour chaque ligne de la matrice, on insère finalement n. D'accord? C'est-à-dire qu'on crée une. Il faut vraiment le voir comme ça, on peut même le lire à l'envers. On insère n à chaque fois. Donc ça va prendre chaque valeur de chaque ligne de la matrice et vérifier que c'est pair. Et si c'est le cas, c'est ajouté, etc. Et à la fin, dans Matrix, on aura mis tous les éléments concernés dans une liste. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de création de liste. C'est important. C'est vraiment une création de liste qui est faite ici. Et là, évidemment, alors, on pourrait faire ça d'ailleurs. Bon, voilà, très bien. Voilà, montrer un petit peu ce qu'on a avant. Donc vous voyez, on a la matrice complète. Et là, on a bien 2, 4, 6, 8, donc les valeurs paires qui ont été conservées seulement. Et tout a été mis dans une liste simple, cette fois-ci. Donc on peut faire ce genre d'opération-là. Si je vous demandais comme exercice, alors ça peut être un très bon exercice, transformer ça sans liste en compréhension. Voilà, écrivez le même code équivalent mais sans liste en compréhension. Et vous voyez que vous allez devoir écrire un peu plus de lignes quand même pour faire tout ça. C'est pas que ce sera compliqué à faire d'ailleurs, hein. Voilà, encore une fois, je trouve personnellement que ça peut devenir très vite illisible. Donc je vous le dis, c'est une recommandation personnelle. Si pour vous ça c'est pas lisible en termes de code, ne le faites pas. Voilà. Si un jour vous devez le lire dans le code de quelqu'un d'autre, bon, vous n'avez pas trop le choix, c'est comme ça. Mais si c'est vous qui écrivez le code et que pour vous ça, si vous le relisez dans une semaine, dans un mois, vous allez devoir passer 5 minutes avant de comprendre précisément ce que ça fait, n'écrivez pas. Voilà. Python n'avait pas cette syntaxe fut une époque, ça n'a pas empêché d'écrire du code, ce n'est absolument pas obligatoire. Et le but en programmation, c'est que les choses soient claires pour vous, que ce soit lisible. Si ça ne l'est pas, ne l'utilisez pas, simplement. Encore une fois, vous aurez peut-être plus de lignes de code, mais au moins vous arrivez à vous relire et à comprendre ce que vous aviez écrit. Donc privilégiez toujours ce qui est le plus clair pour vous, surtout dans la mesure ici, ça fait la même chose. Donc vraiment, il n'y a pas de. C'est pas comme si ça allait produire un résultat différent. Faites comme vous le sentez par rapport à ça. Et on va aller un petit peu plus loin, ça terminera comme ça les différentes choses que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Tout simplement, on va repartir sur ça.
Mettons que je veux générer une table de multiplication, mais j'ai pas envie de me taper tout à la main. Ça y est, par exemple, si je dis la table de 3, bah 3 fois 1, 3 fois 2, etc. Bref, en fonction de ce que j'ai. La table de 5, pareil, je peux me baser sur une certaine valeur. Alors je pourrais noter cette valeur dans une variable, mais pour économiser un peu de, de texte dans les lignes de code, je vais pas le mettre. On notera la valeur en dur, mais ça fonctionnerait très bien aussi. Je vais appeler mult table. Voilà. Ce qu'il nous faut les différentes valeurs qu'on veut, évidemment, parce que je veux noter toute la multiplication. On va vouloir toutes les valeurs par rapport à ce qu'on a. Donc là, je vais faire plusieurs transformations. Ok, je vais faire à la fois la valeur qu'on a. Ok, donc je vais créer une liste avec une liste en compréhension, et ensuite on va gérer l'affichage avec encore un système de liste en compréhension. Comme ça, là, on terminera la vidéo, voilà, comme il faut. Donc vous allez voir un peu jusqu'où on peut pousser un peu cette fonctionnalité-là. Donc là, attention, on part sur trois comment dire, couples de crochets. Je vais dire que je veux alors voici en gros un affichage que je veux. C'est ça qu'on allait trop vite. Je vais pas aller trop vite, parce que moi, dans ma tête, je sais ce que je veux. En fait, c'est de me dire, par exemple, table de 5, ben, je veux en fait ce genre de choses-là. Par exemple, à la suite, on verra. Mais avant d'avoir un formatage comme ça, on va faire étape par étape. D'accord. Et pour chaque valeur en fait de la table de multiplication, on va décomposer chacun. Mais de toute façon, vous aurez l'affichage après, donc vous allez comprendre. Donc là, je vais noter A, B, parce que ce sont les deux éléments que je veux. Et en troisième élément, je veux la multiplication des deux là. A fois B. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Ok, pas de souci, on voit ce qu'on a. Ça, c'est pour chaque B, B, dans une séquence de 0 à, mettons que je veux la table de 5, donc, enfin, oui, la table de 5, donc jusqu'à 6, puisqu'il est exclu. Encore une fois, je vous dis cette valeur pour être stockée en variable, ce qui fait qu'ensuite, en changeant juste ma variable, eh bien, je pourrais générer la table de multiplication de n'importe quelle valeur. La table de 10, la table de 16, la table de 8, ça fonctionnerait directement sans répéter ça. Donc je note comme ça, il n'y a pas de souci. On garde les crochets ici, et la dernière décomposition pour A, range de, donc pareil, 0 à 6. Ok. Voilà, donc A, B, et ça c'est ce qui va être inséré. Ok. On va avoir en fait à chaque fois trois éléments, c'est-à-dire qu'on va insérer une liste. Ok, ça c'est le n de tout à l'heure, si vous voulez, quand j'avais noté n tout seul, for, etc. Sauf que le n c'est plus juste un entier, ce n'est plus int de n. Ok, c'est une liste composée de trois éléments à chaque fois. A, puis B, puis la multiplication des deux. D'accord? Parce que je lui ai dit tout est objet, donc on peut parfaitement faire ça. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Donc là, vous voyez, en termes de lisibilité, pareil. Je sais que certains, s'ils voient ça, vont dire je comprends rien, c'est pas lisible, ça mélange tout, en plus c'est tout sur une ligne, etc. Il n'y a pas il y a pas de retrait d'indentation. Donc si ça c'est trop compliqué, ne le faites pas. Vraiment, j'insiste parce qu'il y a souvent des gens qui se disent qu'il faut absolument savoir faire, sinon on n'est pas bon programmeur. Ça n'a rien à voir, c'est juste une écriture plus concise. Mais moi, dans beaucoup de cas, quand je vois qu'il y a une écriture comme ça qui est pas lisible, je le fais pas en fait. Voilà, si pour moi c'est pas lisible, je vais pas passer à chaque fois 10 minutes à relire un code et me dire: «Ah, attends, oui, faut pas que je me trompe, ah oui, ça fait ça, ça, ça». Non, on se prend pas la tête, on fait au plus simple. Donc voici l'écriture que j'ai. Premier affichage possible. Liste en compréhension à nouveau. Cette fois-ci, je ne vais pas créer une liste qu'on va garder ensuite, qu'on va voyer affecter à quelque chose. On va directement l'afficher à la volée, cette liste. Et je vais l'afficher avec ma petite fonction print. On sait très bien faire. Donc je vais afficher une sous-liste, puisque c'est plusieurs éléments, on va afficher ligne par ligne en fait de ce qu'on a. Donc la sous-liste, ça va être ça. Ok. Donc c'est ça, un sublist. Et je vais l'afficher pour chaque ligne dans ma table, ici, qui a été générée plus haut, normalement, et chaque sous-liste, donc pour chaque sous-liste de la ligne. Donc pareil, vous voyez, très vite, on mélange plein de mots, on ne comprend pas forcément tout. Et ça, en résultat, ça me donne ceci. Voilà. La table de 5, simplement. Ok, alors la table de 5, il faudrait normalement partir sur les autres valeurs, c'est pour ça que j'ai mis de 0 x 5, parce que c'est vraiment complet, c'est-à-dire qu'on a 0 x 0, etc. Donc on parle de la valeur qu'on a ici jusqu'à... Ok, ça. Donc c'est pas la table de 5 dans le sens tas de multiplication, 1 x 5, 2 x 5, 3 x 5 jusqu'à 10 x 5. C'est vraiment de prendre chaque valeur de 0 à ce que j'ai spécifié ici, moins 1, en réalité, et de faire, vous voyez, chaque calcul à chaque fois. De repartir de 0 x 0, 0 x 1, 0 x 2, etc. Une fois qu'on est arrivé au bout, donc jusqu'au 5, et bien cette fois-ci c'est 1 ici, et on fait pareil, 2, 3, jusqu'à arriver au max. Donc si je veux parler de la table de 8, et bien le dernier calcul ce sera 8 x 8, et le premier ce sera toujours 0 x 0.
d'accord? J'avais pas été précis, mais oui, quand je parlais de table, en fait, je parlais de ce format-là. Voilà, donc j'ai presque obtenu ce que je voulais, sauf que ça, bon, pour un humain, c'est pas très lisible, ça me plaît pas, donc je vais aller un peu plus loin. On va rajouter un peu d'écriture. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous avez appris normalement à ce stade comment formater du texte. Vous savez faire du formatage de texte, on l'a vu dans l'épisode précédent. Donc il y a absolument rien qui m'empêche de le faire. Donc voilà à quoi ça va ressembler, ça va être un peu différent de la ligne du dessus. On est toujours sur print, ça change pas. Mais ici, on va indiquer A fois B et on va mettre un résultat. C'est quand même plus sympa hein, d'avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que nous avons. Ok, c'est ce qu'on va afficher à la fin. C'est le fameux int n de tout à l'heure ou le n, c'est à nouveau ça. Voilà, on l'affiche directement dans un print. Pour chaque ligne de la table, pas de changement. Ok, donc là, c'est exactement ça. À part que j'ai changé ici l'affichage, pas de problème. Et ensuite, pour chaque élément que j'ai récupéré, donc B, et ensuite c'était result. J'allais dire A fois B dans ce qu'on a déjà fait. Et ça dans chaque ligne, bien sûr. Parce que pour le moment, là, j'ai chaque ligne, donc c'est sublist en fait, hein, chaque ligne ici. Et après, je fais ça. Et là, normalement, on devrait avoir un affichage beaucoup plus sympa. Voilà, c'est quand même mieux. C'est plus humainement lisible en tout cas que ce qu'on a. Donc on part de 0 fois 0, il n'y a pas de problème, et on décompose tout le calcul. Jusqu'à 5 fois 5, 25. Donc pas de souci. Et voilà comment on peut, parmi d'autres, hein, on pourrait trouver plein d'exemples comme ça, et bien créer des listes en compréhension. Et vous voyez un petit peu au niveau syntaxe ce que ça donne. Donc pareil, hein, encore une fois, on mélange beaucoup de choses. Et je le redis encore, je me répète certes, mais c'est important. Si vraiment vous trouvez que c'est pas lisible, dites-vous que on peut faire autrement. Ce n'est absolument pas une syntaxe obligatoire qui est la seule pour permettre de faire ça. Vous pouvez parfaitement faire ça. J'aurais pu faire un cours sans jamais parler de ça. Ça n'aurait posé aucun problème pour l'apprentissage de Python et le codage dans ce langage-là. C'est juste un petit truc en plus qui est arrivé dans le langage, voilà, qui n'était pas là au tout début et qui a été ajouté par la suite, qui permet d'avoir des écritures plus concises pour ceux qui trouvent ça lisible. Et ça fonctionne très bien, ça fait très bien le travail, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si vous voulez vous en servir, n'hésitez pas en tout cas par rapport à ça. On en a fini, on a terminé avec cet épisode, et bien sûr, classique, avant de nous quitter hein, pour passer sur la prochaine vidéo, on va voir quelques captures d'écran hein, de Pandas pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, au niveau de Pandas, comment utilise-t-il les listes de manière générale, et est-ce qu'il utilise aussi des listes en compréhension? La réponse est oui, bien sûr, mais comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, globalement, donc on voit un petit exemple, vous voyez, liste directement, on appelle, hop, donc une liste qui va contenir A, B, C, D comme chaîne, donc en majuscule bien séparée. Donc on a ça. On voit très rapidement aussi que, alors ça bon c'est pour le lambda, mais bon, c'est un peu particulier, donc il y a une liste composée de pas mal d'éléments qui est passée ici, mais surtout, vous voyez, hop, voilà, on a aussi d'autres éléments qui sont marqués ici. Donc ça c'est, vous voyez, le n, le int n, for quelque chose, in, voilà. Donc on retrouve exactement ce même principe, tout le temps. Autre exemple que je voulais vous montrer, on est où ici? Voilà, donc là il y a de la liste partout, liste liste. Après, il faut faire attention parce que parfois ils peuvent aussi avoir créé leur propre type issu de type natif, hein, bien sûr. Des fois on fait ça en fonction. Mais là ce qui était intéressant que je voulais vous montrer, c'était les appels à des méthodes. Voilà, notamment insert ici qui est appelé. Bon, on retrouve, bon ça c'est méthode de toutes les séquences, mais voilà, elles sont utilisées aussi. Donc classique, pareil, donc plein de listes manipulées. On retrouve notamment d'autres méthodes, voilà, insert à nouveau et append. Donc je vous ai montré tout à l'heure hein, sur le GitHub, hein, ici. Voilà, donc append, insert, elles sont tous les deux là. Donc on les retrouve ici. Là pareil, on fait un join pour obtenir une chaîne de caractères, donc des choses qu'on a vues. Et enfin, oui, c'est ça pour, comment dire, fusionner des éléments. Donc on retrouve, vous voyez, des méthodes hein, au passage de ce qu'on a vu sur les chaînes de caractères précédemment. À nouveau, pareil, encore une fois, vous voyez, compréhension de liste, hein, parfois, hein, surtout que là, c'est bon, Pandas, hein, c'est une application avec beaucoup de manipulation, calcul numérique, etc. Donc c'est très très utile et on gagne pas mal de temps là-dessus. Et là, elle est grande en fait, hein, parce que la liste en compréhension, elle commence ici, elle se termine là, hein, au cas où, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Donc c'est tout ça. Voilà. Parce que bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais quand on peut mettre des conditions, oui, j'allais pas forcément le préciser, mais vous, vous doutez bien, si on peut mettre du if, on peut mettre du else. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va de soi, hein, vous l'avez appris très, très tôt d'ailleurs dans le cours, hein, les conditions. Donc ça fait partie de tout ça. D'autres exemples, on termine, il y en a encore deux, que je vous montre très rapidement. Donc voilà, nouveau, happen, un classique ici. Là, on voit un accesseur pareil, c'est peut-être une chaîne de caractères, donc dans le doute, voilà, je n'ai pas été vérifié. Mais bon, accès par indice, hein, de toute façon, c'est pour les séquentiels. Chaîne de caractères liste, pareil. Et on voit notamment ici, voilà. Donc un peu plus petite celle-ci, mais voilà, petite liste en compréhension aussi, beaucoup plus courte, mais vous voyez, ça s'utilise très bien aussi dans des projets en production, donc voilà, c'est
parfaitement utilisable telle quelle. Et enfin, un peu plus grande celle-ci, je vais le montrer pour la fin, mais pareil, avec l'utilisation notamment d'une chaîne formatée, d'une f-string, et pareil, if name is known, sinon, eh bien, ça, for i, et bien sûr, quand on fait sur 2 valeurs, il y a une énumération, donc c'est normal, il nous faut 2 valeurs ici, ça fonctionne aussi. Comprenez qu'encore une fois, comme c'est une écriture concise, qui mélange à la fois, eh bien, un élément à insérer, donc ça peut être n'importe quoi, n'importe quel objet, on peut même faire appel à une fonction dedans, des conditions, des boucles, bah, tout ce que vous avez appris sur les conditions, sur les boucles, etc., est parfaitement réutilisable dans ce genre d'écriture-là. Donc tout est réutilisable directement, et vous pouvez vous en servir et exploiter un petit peu tout ça. Et on va s'arrêter ici, je pense qu'on aura bien fait assez long, mais au moins on aura vraiment fait le tour du sujet. Là, au niveau des listes, vous êtes d'attaque et vous avez ce qu'il vous faut pour la suite. Donc aucun problème là-dessus. En tout cas, j'espère avoir été suffisamment clair, parce que je sais qu'encore une fois, les listes en compréhension, ça n'est pas, c'est pas ce qui l'est le plus. Mais vraiment, c'est optionnel. C'est-à-dire que la partie que je vous ai faite sur l'épisode sur ça, si vraiment c'est trop compliqué pour vous, tant que vous avez au moins compris tout le reste est vraiment essentiel, important. Les listes en compréhension, c'est le bonus. C'est le petit bonus de fin d'épisode. C'est cadeau. Donc utilisez-le si pour vous c'est parlant, si pour vous c'est, comment dire, évident à utiliser. Et si c'est trop illisible, eh bien contentez-vous des autres écritures en plusieurs instructions, il y aura vraiment aucun problème là-dessus. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et s'il y a la moindre question, n'attendez pas, toujours la fin, n'attendez pas dans 3 épisodes plus tard, faites-le dès maintenant avant de passer à la suite du cours Python. À bientôt.